Bonjour Alex. Bonjour Ralph. Comment ça va? Ben, ça va bien, vendredi, midi. C'est beau chez vous. C'est quelle chambre ça? Ben, écoute, cette année, on a pris cette habitude de travailler un petit peu partout. Dans le sous-sol, là, je suis présentement dans ma chambre, dans la chambre de ma fille, Oui. mais on ne pourrait même pas imaginer qu'avec un seul clic de souris, n'importe où. Donc là, présentement, je suis dans mon studio. Ça coûte $0 ton studio, mais c'est comme bien équipé. Wow. Oui, mon studio est super bien équipé. J'ai investi un peu moins d'argent, peut-être quelques dollars pour acheter cette image, tandis que toi, ton studio, il fallait tout de suite cash. Oui, c'est ça. On a fait récemment des entrevues avec des directions d'école. Tu sais, c'est un rôle particulier qu'ils ont dans leur école. Oui, tout à fait. Puis c'est comme quand on y pense, les enseignants ont dû s'ajuster. Enseignement hybride, enseignement bimodal, enseignement en ligne, enseignement virtuel. Il y avait beaucoup d'ajustements qui étaient visibles, tandis que pour les directions, j'en doute pas qu'il y avait beaucoup de changements également. On n'y pense pas souvent, mais les parents, le transport, intempéries, c'est énorme comme tâche. Oui, effectivement. Et puis, sont rares les directions qui n'ont pas, à quelque part dans leur école, en plus de tout ce qui se passe en personne, une autre classe via virtuelle ou plusieurs classes via virtuelle avec des profs qui sont dans l'école à quelque part, qui font l'enseignement en ligne et les directions sont responsables de tout ça. Alors, c'est gros, en tout cas. Alors, oui. On écoute cette entrevue ici et puis on va revenir. Mon invité aujourd'hui, c'est Mme Sylvie Pellerin, qui est la directrice de l'école Mathieu Dacosta. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Ralph. Ça me fait plaisir d'être là. Je suis content de t'avoir. On voulait avoir une perspective de direction d'école parce que on a regardé l'expérience des profs, on a même regardé un petit peu l'expérience des élèves, mais la direction, c'est tout un autre monde que les gens peut-être ils ne se rendent pas compte de ce qu'on demande à nos directions. Donc, je voulais parler de ça un petit peu. La première question, c'est quelle sorte de défis est-ce que vous avez dû surmonter? Peut-être pas l'année dernière, mais depuis le mois de septembre, l'année scolaire 2020-2021. La première chose, en tout cas, que je veux dire dans ce qu'on a appris dans ce parcours, c'est qu'on a collectivement appris qu'on était tous vulnérables et que cette vulnérabilité, on le sait dans des drames humains personnels, mais là, on a collectivement vécu ça. Et donc, ça a donné plus de générosité et d'empathie dans les relations entre les êtres humains qui composent l'école. J'ai parlé de mon école, puis ça, on l'a vraiment vécu très fort. Et je donnerai des exemples un peu plus tard, mais il y a beaucoup, beaucoup de générosité de la part du personnel. Donc ça, je veux qu'on sorte ce point-là, humain oui, d'abord, absolument. Avant tout, de l'expérience vécue ces derniers mois ici. Quand on s'est retrouvés, c'était la fête pour tout le monde, était tellement heureux de revenir à l'école. Les profs, ils ont dit, c'est pas un métier d'être derrière un ordinateur, on fait pas ce métier pour ça. Alors, on fait ce métier-là pour être avec les enfants, puis pour parler avec nos collègues. Alors, c'était la fête de revenir en septembre. Ça, vraiment, c'était très important. Ils étaient très heureux de venir. Et les élèves aussi. Je vais parler en tant que direction. Le premier défi, c'était l'organisation physique de l'école. Parce qu'on nous a dit, vous rentrez dans l'école, mais il ne faut plus que les cohortes se croisent, il ne faut plus que les élèves se touchent, il ne faut plus que... Alors, il a fallu se dire, OK, j'ai mon bâtiment. Alors, la nuit, j'étais là, dans quel sens ils vont tourner? On va passer comme ça, les flèches... Longue liste de contraintes, hein? Alors c'était la liste de contraintes de l'organisation physique. Et puis après, il a fallu la transmettre au personnel, puis la transmettre aux élèves. Alors ça a été aussi tout un temps d'adaptation. Créer les habitudes, c'est pas juste transmettre. Absolument, tu as bien raison. Puis je vais être très honnête dans mes constats, mais là où on a du mal encore maintenant, c'est sur la distanciation physique. Les enfants, ça n'est pas un concept réaliste pour eux de se tenir à 2 mètres de leur petit ami qui est juste devant. Alors, on a eu beau mettre du scotch au sol visible pour voir c'était quoi 2 mètres concrètement. Moi, je suis désolée, dans mon école, il faut qu'on le rappelle tout le temps parce qu'on a du mal avec ça. On a du mal avec notre nature. Absolument. Puis surtout, les enfants, ils ont besoin de se toucher. De ça. Ils ont besoin de proximité. Ce qui a été aussi un peu difficile pour nous en tant que direction, c'est les informations changent beaucoup et souvent.
Alors, les injonctions du Bureau de santé publique, alors des fois, à Toronto, on va faire comme ça, mais c'est juste Toronto, c'est pas les autres. Donc, il faut que tu enregistres que tu as une spécificité là qu'il faut pas manquer. Puis, ces informations changent vraiment très souvent. Alors, ça nous demande une adaptation intellectuelle et mentale et une résilience de plus grande importance parce qu'il faut qu'on ajuste ensuite l'école et le personnel avec tous ces nouveaux changements. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de difficile au quotidien. Quand vous recevez des nouvelles informations, il faut les transmettre au personnel, aux élèves et aux parents. Absolument. Et puis, je vais rajouter un défi pour mon école, c'est que je pense qu'on était l'école qui a eu le plus de cas de Covid le septembre à décembre. Et ça a vraiment généré beaucoup d'anxiété chez les parents, chez le personnel et chez les élèves. C'est beaucoup de travail administratif qui accompagne ça. Donc, il ne faut pas se manquer, il faut isoler les classes, il faut isoler des bus, il faut parler au chauffeur de bus pour qu'il fasse son test. Enfin, voilà. Donc, j'ai été très interpellée, justement, quand on a eu tous nos cas de Covid, où je sentais que le personnel n'allait pas bien, était très anxieux. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas l'adresser, je ne suis pas compétente. Alors, j'ai fait appel à la travailleuse en santé mentale de notre conseil. Et puis, on a passé 1 heure tous ensemble avec la travailleuse en santé mentale de juste parler qu'on avait le droit d'avoir ces émotions-là, qu'on avait le droit d'être inquiet et que c'était très important de se prendre en charge parce que personne ne le ferait à notre place pour notre bien-être personnel. Et donc, on a travaillé tout ça avec la travailleuse en santé mentale au mois de décembre. Parle-moi un petit peu des succès de ton personnel, de tes élèves, de ton école. Le premier succès, il y en a plusieurs, mais le premier succès, comme je disais en introduction, ça a été beaucoup d'humanité dans nos relations, beaucoup d'humanité entre le personnel surtout, puis avec les élèves évidemment. J'ai noté une plus grande collaboration qui est la conséquence de ce qu'on a vécu pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, moi j'ai envoyé mes aides enseignants et tout mon personnel de soutien aux formations pédagogiques sur Flipgrid, sur Canva, sur tous ces outils-là. Donc ils sont revenus très fiers d'être capables de faire des choses comme les enseignants quand ils s'adressent aux élèves et quand ils travaillent avec les élèves en difficulté. Et donc, il a fallu aussi, comme ils avaient leurs propres interventions en ligne, il fallait qu'ils rendent compte puis qu'ils travaillent de très près avec le professeur parce qu'ils n'étaient plus dans la même salle. Et ça, quand on est rentré, ça a continué. Donc, on a une très belle collaboration entre le personnel de soutien et le personnel enseignant dans l'école maintenant. Tout le monde s'est rapproché et a entré dans une collaboration plus étroite parce qu'ils étaient chacun chez eux. C'est ça. Absolument. Puis c'était tellement pas bien d'être tout seul chez soi qu'ils sont tellement contents que maintenant ils collaborent beaucoup, beaucoup. Donc ça c'est vraiment une très belle réussite. La deuxième réussite, même si elle n'est pas à son maximum, parce qu'on en voudrait plus, mais je vais expliquer pourquoi, c'est que les profs, ils pouvaient pas faire du 225 minutes juste de face à face à parler comme ça, à faire du magistral. Et puis donc il leur a fallu qu'ils aient cherché plein d'idées novatrices. Et entre autres, ils utilisaient beaucoup des vidéos humoristiques ou des vidéos scientifiques ou des choses comme ça. Et maintenant, quand je passe dans les classes, parce que je continue de faire mes tours d'école, quand je passe dans les classes, je vois des choses très intéressantes. Et notamment, ils ont gardé l'utilisation de ces vidéos qui sont un vecteur pour eux de leurs apprentissages ou de leur enseignement. On aurait voulu aller plus loin pour garder plus d'outils numériques qui ont été utilisés, mais malheureusement, on a un défi de nombre d'ordinateurs portables dans l'école, donc on ne peut pas le faire au maximum. Et je sais qu'ils ont hâte qu'on ait à nouveau des ordinateurs pour le mettre en œuvre à nouveau. Mais je vois des belles choses comme ça. Puis, ce que je vois aussi, c'est des enseignants qui, avec beaucoup d'engagement, parce que ça, ils le prennent vraiment sur eux, continuent de faire des centres d'apprentissage. Puis ça veut dire, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est extraordinaire quand même, dès qu'ils les fait entre septembre et décembre, parce que le matériel utilisé, il faut le désinfecter à chaque fois qu'un enfant l'a touché, il faut nettoyer le soir après l'école, et ça leur demande juste de l'engagement et du professionnalisme. Il faut vraiment vouloir, hein? Absolument. Donc, je leur tire un grand chapeau à ceux qui continuent d'avoir des pratiques pédagogiques innovatrices parce qu'ils le prennent sur eux, justement. Alors ça, et moi, j'aime ça, avoir des enfants dans des centres, c'est mes exigences depuis que je suis en poste. Alors, je suis très satisfaite. Parle-moi un petit peu de qu'est-ce que tu peux faire comme direction pour le bien-être physique, le bien-être émotionnel de ton personnel, de tes élèves.
Alors écoute, moi ce que je fais, on le disait dans l'avant-propos quand on a commencé tous les deux, mais c'est effectivement on a des écoles à taille humaine. Puis ce petit monde-là, il était éparpillé, puis il était un peu perdu. Et moi, ce que j'ai fait, qui m'a semblé important, c'est que tous les matins, je me mets à la porte de l'école et tous les jours, je dis bonjour aux 120 élèves par leur prénom en lui disant « Tu rentres dans mon école, je te reconnais. Et je sais que c'est toi. Tu me réponds pas si tu n'es pas bien réveillé, c'est pas très grave. Mais moi, je te dis bonjour Ryan. Bonjour Eliana. Et donc, je fais ça tous les matins comme un rythme. Et il y en a même une qui me dit « Tu connais tous les prénoms des élèves !» C'est surprenant pour eux, hein? Oui. Mais c'est ça. Alors ça, je fais très attention à ça. Puis, j'essaye de faire aussi très attention à garder des activités qui soient engageantes pour les élèves. Alors, hier soir, à la réunion du personnel, on a dit « Oui, on a fait un concours de porte à Noël, ça a super bien marché. On va refaire un concours de porte pour le printemps. » Alors, les élèves vont être impliqués dans des activités comme ça qui va engager leur appartenance à leur classe et puis à l'école, tu vois. Donc, sur des activités comme ça, j'ai beaucoup acheté de spectacles, des danses, des ateliers d'art, etc., pour faire en sorte qu'ils vivent aussi justement avec leurs émotions dans l'art et autre que l'académique pure et simplement. Pour le personnel, la façon de faire attention aux émotions du personnel et à leur travail, c'est peut-être que j'ai changé mes priorités. Puis j'axe plus, autant que ce soit les élèves, le personnel, j'ai envie de dire, sur la santé mentale et sur le bien-être de tout le monde. Oui. Donc, s'il y a une prof, il fait beau aujourd'hui, puis qu'elle me dit qu'ils ont besoin d'être dehors, reste dehors. Il fait 10 minutes ou 15 minutes de plus de récré, s'ils sont heureux de jouer ensemble, s'ils sont heureux d'échanger, puis s'ils sont heureux de courir. Un enfant qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien, n'est pas très disposé à apprendre non plus. Alors, si on ne s'occupe pas de l'affectif d'abord, le reste, le rendement scolaire, c'est loin, ça, comme très loin. Réalité. Oui. Et en tant que direction, il faut que tu prennes soin de toi-même aussi pour pouvoir prendre soin des autres. Alors ça, c'est quand même important, hein, que tu gardes un équilibre aussi. Absolument. Puis à titre individuel, j'y fais très attention. Je fais des marches, je fais mon yoga, j'essaye de ventiler à ma manière pour garder l'équilibre parce que tu as tout le monde en charge, tu as tout le monde qui est tellement inquiet, les parents, les élèves, les profs, tout le monde est très inquiet. Donc il faut que tu les rassures. Moi, je me suis donné comme travail de rassurer tout mon monde pour qu'ils puissent fonctionner de façon très sécuritaire et très apaisée. Alors, c'est à ça que je m'emploie. C'est difficile de même imaginer toute la logistique. Oui, puis quand moi j'y pense, c'est surtout l'imprévu et l'ajustement que tu dois vivre au quotidien, l'ajustement technologique, l'ajustement logistique avec toutes les consignes des bureaux de santé publique. C'est ça. Comme tu dis, c'est l'inconnu, c'est l'imprévu, c'est... oui. En tout cas... cette semaine, j'ai eu 2 demandes au sujet de OneNote, mais OneNote qui est dans Teams. L'affichage n'est pas bon ou je ne peux pas distribuer une feuille à ma classe. C'est quoi le problème? C'est qu'il l'utilise dans Teams. On sait déjà avec Word, avec Excel, avec PowerPoint que les versions en ligne ont moins d'options, moins de fonctionnalités que les versions qu'on a installées sur l'ordi. OneNote qu'on voit dans la fenêtre de Teams, c'est un affichage, mais c'est pas le document comme tel. Le document n'est pas dans Teams, c'est en ligne. C'est mieux pour avoir toutes les fonctionnalités d'ouvrir et de modifier le OneNote sur le bureau, au lieu de le faire directement à partir de Teams. Et puis là, on va voir que, et pour l'élève et pour le prof, 90% des problèmes sont réglés juste en utilisant la version bureau. La seule précaution ou la seule mise en garde que j'aurais pour les profs et les élèves, c'est que si vous modifiez le document dans OneNote sur le bureau, attendez quelques minutes avant de fermer OneNote. Parce que ça prend un certain temps de synchroniser avec la version en ligne. Alors oui, vous utilisez la version sur le bureau, mais il est toujours connecté et synchronisé avec la version en ligne. Donc, si vous avez inséré des photos ou des vidéos, comme n'importe quoi qui est gros, là, ça va prendre du temps, dépendant de la bande passante, là, à tout synchroniser ça. Alors, moi, je dirais
une bonne règle serait peut-être une quinzaine de minutes. Après que vous avez tout fait les modifications dans le OneNote, laissez-le ouvert pour laisser le temps de faire les synchronisations. Tiens, Ralph, en passant, j'avais une petite question. Est-ce qu'il y a moyen d'annuler une rencontre? Par exemple, vous avez fait une rencontre avec les parents où tout le monde était participant, puis du coup, vous ne voulez plus que le lien soit accessible, que ce soit par les parents ou quelqu'un qui pourrait accéder à l'ordinateur des parents. Comment faire? Mm-hmm. La pire chose à faire, c'est d'annuler la réunion. Si on annule la réunion, tout ce que ça fait, c'est que ça l'enlève de notre calendrier. Ça ne l'enlève pas des calendriers des autres personnes qui ont été invitées à cette réunion-là. Et même chose avec les liens qu'on a envoyés par courriel. Ces liens-là restent actifs parce que n'importe qui peut cliquer dessus peut entrer. Alors, vraiment, la seule chose qu'on peut faire, c'est de regarder les options de la réunion et de s'assurer qu'il y a une salle d'attente et que je suis, comme organisateur, je suis la seule personne qui peut éviter la salle d'attente. Donc, à ce moment-là, oui, le lien va être encore dans un ancien courriel ou dans le calendrier de quelqu'un, mais si des gens cliquent dessus, ils vont voir cet écran. Et ça veut dire que tu es dans la salle d'attente et tu vas rester dans la salle d'attente parce que si l'organisateur n'est pas là pour te faire entrer, tu ne peux pas entrer dans la réunion. Donc, c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'assurer toujours que les bons réglages soient faits pour les élèves. Puis ça, on peut changer qui peut présenter pendant la réunion. Tu cliques à côté du nom de l'élève, puis tu dis « désigner cette personne-là comme présentateur ». Alors ça, c'est facile à faire pour un élève particulier ou un participant particulier, mais c'est mieux, moi uniquement, juste comme habitude. Oui. Tout le reste ne peut pas accéder sans passer par la salle d'attente, puis voilà, le problème est réglé, c'est ça? Oui, exactement. Le temps file. Oui. Alors, on sera de retour la semaine prochaine avec d'autres idées, d'autres questions et à la même heure, au même endroit ici, à midi, vendredi. Salut Alex, bonne fin de semaine. Puis, salut Ralph, bonne fin de semaine à toi.